Les crimes qu'il a commis sur des enfants ont choqué le monde entier. Son procès a soulevé un mouvement de protestation, poussant la Belgique au bord de la révolution. On nous a simplement dit que notre enquête s'arrêtait là. C'était fini. Aujourd'hui encore, son passé obscur alimente des théories de complot. Les gens n'y croyaient pas. Ils étaient révoltés. Voici l'histoire du monstre de Belgique. Qui était-il? Comment a-t-il réussi à kidnapper, violer et assassiner des fillettes sous le nez de la police dans un pays européen moderne? A-t-il été protégé? Ou a-t-il profité des innombrables erreurs commises par la police? Je pense que personne dans ce pays ne connaît vraiment toute l'histoire dans les détails. En août 1995, Anne Marshall, 17 ans, et son ami Eefje Lambrechts, 19 ans, partent faire du camping avec d'autres camarades à Blankenberg, au bord de la mer du Nord, malgré les réserves de Paul, le père d'Anne. C'était ses premières vacances sans vous? Oui, on en a discuté avec elle et elle m'a dit « Papa, je vais avoir 18 ans. » Et puis mon épouse, elle aussi m'a dit « Il faudra bien qu'on la laisse partir un jour. » Pendant leur séjour, Anne et Eefje se rendent à un spectacle d'hypnose. Un membre du public les filme lors de leur passage sur scène. Le lendemain soir, le père d'Anne reçoit un appel téléphonique très préoccupant. Un de leurs amis nous a appelés pour nous dire qu'Anne et Eefje n'étaient pas revenus du spectacle où elles étaient allées la veille au soir à Blankenberg. Je me suis mis à paniquer. Je savais qu'il s'était passé quelque chose, que ce n'était pas normal. Le lendemain, Paul Marshall contacte la police et il est surpris par leur apparent manque d'intérêt. Alors, je leur ai demandé ce qu'ils allaient faire et ils m'ont dit « Ne vous inquiétez pas, elles vont revenir. Elles sont sûrement parties à l'aventure. Elles vont réapparaître, c'est sûr. » J'étais sidéré. Moi, je pensais que la police était là pour faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde soit en sécurité. De retour chez lui, Paul Marshall entreprend sa propre campagne de recherche pour retrouver sa fille. Puisqu'il n'y avait ni recherche, ni affiche, on allait le faire à leur place. Et il n'est pas le seul à rechercher sa fille cet été-là en Belgique. Seulement 8 semaines avant la disparition d'Anne et de Eefje, des fillettes de 8 ans, Mélissa Russo et Julie Lejeune, avaient disparu dans un parc près de chez elles, à Grasse-Ologne, à plus de 200 km de Blankenberg. L'enquête de police n'avait rien donné de concluant. Le journaliste Douglas de Koninck s'est intéressé à l'impact des disparitions d'enfants en Belgique au cours des années 90. Les disparitions d'enfants arrivaient tellement souvent que c'était devenu comme une espèce de phénomène avec lequel on vivait chaque jour. On se disait, ça arrive, chaque été, des enfants disparaissent. Et ils s'évanouissaient dans la nature sans laisser de traces derrière eux. Quelques politiciens, comme Vincent de Crolly, commençaient également à s'inquiéter. Une disparition d'enfants était considérée comme un problème relativement banal et comme une affaire qu'on ne devait pas gérer autrement que comme un vol ordinaire. La représentation dominante au sein de la police belge était d'abord d'attendre pendant 48 heures en considérant prioritairement l'hypothèse d'une simple fugue. Pourtant, les premières heures sont critiques. Des études indiquent que 91% des enfants kidnappés sont tués dans les premières 24 heures. En Belgique, on se privait donc de la plupart des chances de gagner et de réussir l'enquête, puisque pendant les premières heures, en général, les policiers disaient aux parents « Merci, on a pris note, mais revenez nous voir dans quelques heures. » 6 mois plus tard, les jeunes filles n'ont toujours pas été retrouvées. La police ne semble avoir aucune piste et ignore si les victimes sont encore vivantes. Pendant ce temps, les parents continuent leurs recherches incessantes, mais l'espoir disparaît peu à peu.
C'est seulement en février de l'année suivante que j'ai commencé à me dire que nous recherchions des jeunes filles, peut-être déjà mortes. 4 filles avaient disparu sans laisser de traces. Cela voulait-il dire que d'autres enfants étaient en danger? Certains allaient être espionnés, suivis, et d'autres jeunes filles allaient à leur tour disparaître. Un jour de l'été 1996, Sabine Dardenne, alors âgée de 12 ans, entreprend son chemin habituel vers l'école. Colle. Ok, j'y vais. Bouge pas! Vite! La disparition de Sabine est tout de suite très médiatisée et la Belgique fait une nouvelle fois face à une affaire d'enlèvement de petites filles. Pour répondre aux inquiétudes croissantes, les autorités mettent en place une unité de recherche destinée à coordonner les différentes enquêtes. Albert Prim fait partie de cette unité. Nous n'avions aucun indice sur des criminels connus des services de police. Nous enquêtions sur autant de pistes que nous pouvions, mais sans résultat. Nous n'aurions jamais pensé que toutes ces disparitions étaient l'œuvre d'une seule et même personne. À l'époque, c'était complètement impensable. 10 semaines se passent et la disparition de Sabine ne fait plus la une des journaux. Alors que les enquêteurs cherchent encore à établir une piste solide, une autre petite fille est enlevée. Laetitia Deleuze, 14 ans, rentre de la piscine à Bertrix, dans le sud de la Belgique. Elle est alors enlevée dans la rue en plein jour. Six fillettes ayant maintenant disparu, l'opinion publique fait pression pour qu'il y ait des résultats. Michel Demoulin, un enquêteur de la petite ville de Dinan, fait partie des officiers de police que l'on rattache à l'enquête sur la disparition de Laetitia. Mais voilà, donc le 9 août 96, jour de disparition de Laetitia, on a fait appel à moi pour participer, comme d'autres enquêteurs, à des recherches concernant la disparition, puisque donc, dans les devoirs d'enquête, on a commencé à avoir je veux dire, des tas d'éléments qu'il fallait vérifier. Après 2 ou 3 jours d'enquête, nous n'avions toujours pas retrouvé Laetitia. Mais nous avions recueilli quelques témoignages qui nous semblaient intéressants. Un habitant du village a aperçu un véhicule suspect rôder dans les parages. Nous avons pu établir une plaque d'immatriculation partielle pour cette fameuse camionnette blanche et nous avions une bonne description du véhicule. Permettant de faire un lien avec, je vais dire, quelqu'un qui avait un profil potentiel pour ce genre de fait. La camionnette appartiendrait à un homme de 39 ans, père de 3 enfants. Un électricien au chômage du nom de Marc Dutroux. L'inspecteur de Moulins le convoque pour un interrogatoire avec sa femme, Michel Martin, et l'un de ses complices, Michel Lelièvre. J'ai commencé à faire l'interrogatoire du suspect. J'ai pour habitude toujours de les aborder de la même manière, c'est-à-dire d'essayer de cerner la personnalité de la personne que j'ai en face. Avez-vous suivi l'actualité de ces derniers jours? Je sais pas ce qui se passe en Belgique. J'ai pas la télé. Connaissez-vous des personnes répondant au prénom de Laetitia? Non, Vous êtes-vous déjà rendu à Bertry? je sais pas. Cela fait maintenant 6 jours que Laetitia a disparu. D'après les statistiques, ses chances de survie sont minces. Comme Marc Dutroux ne dit rien, l'équipe de l'inspecteur de Moulins se tourne alors vers les 2 autres personnes mises en garde à vue. Michel Lelièvre,
un marginal héroïnomane travaillant avec Dutroux plie sous le poids des questions. Il m'a dit, je l'ai vu. Il a remonté la rue en direction du véhicule. Lorsqu'ils sont arrivés à hauteur de la voiture, la portière était déjà ouverte. Il a poussé violemment à l'intérieur. Il a crié une fois. La femme de Dutroux, Michèle Martin, se confie elle aussi, mais en essayant de se distancer des crimes de son mari. Je suis honteuse pour mon mari. Je suis sidérée par les faits commis par mon mari. J'ai conduit le véhicule jusqu'à Marcinelle. Marc est toujours resté à l'arrière, près de la fille. Grâce aux aveux de Michel Lelièvre, l'inspecteur de Moulins sait que Dutroux a bien enlevé Laetitia. Mais il ignore encore si elle est toujours en vie. À partir du moment où vous cherchez une victime, vous espérez la retrouver en vie, et donc vous devez effectivement être ferme. Nous savons tout, monsieur Dutroux. Je veux que vous nous portiez à Marcinelle et nous montriez ce que vous avez fait avec Laetitia Delay. L'inspecteur est loin d'imaginer ce qui va ensuite se passer. Tu sais quoi? Je peux te donner 2 filles. Derrière moi, il y avait effectivement, je vais dire, une affiche avec la disparition de Sabine. Et donc, quand il m'a dit ben, l'autre est avec, j'ai juste jeté un petit coup d'œil en arrière et j'ai dit qui, Sabine? Et il m'a dit oui. Je vais dire que quand j'entends ça, j'ai encore la chair de poule qui revient. Après ces révélations inattendues sur la localisation des 2 petites filles, les enquêteurs accompagnent alors Dutroux dans une maison près de Charleroi, dans laquelle il dit avoir laissé les filles. L'inspecteur de Moulins espère les trouver en vie. J'étais certain qu'il m'ait dit la vérité, et en même temps, je me disais que c'était pratiquement pas possible que ça se passe là. Dans une minuscule et sordide petite cellule cachée dans le sous-sol de la maison, l'inspecteur de Moulins retrouve Laetitia, disparue depuis 6 jours. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, Sabine Dardenne, toujours vivante, après 80 jours en captivité. Elles sont exténuées et terrifiées. Mais la découverte de ce genre de choses, on a un mélange d'émotions. D'émotions en tout genre. C'est vrai qu'on est heureux, on est fâché, on se dit que c'est pas possible, on a un sentiment de révolte. Ce sont des visions qui vous travaillent pendant des mois. Sous le regard des médias du monde entier, les jeunes filles revoient la lumière du jour pour la première fois depuis leur enlèvement. J'ai tout de suite reconnu Laetitia. Mais Sabine, au début, je n'en revenais vraiment pas et je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Le monde est alors le témoin de scènes émouvantes de retrouvailles entre les parents et leurs filles qu'ils pensaient avoir perdues. Elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Dutroux leur avait fait croire que leur famille ne s'intéressait plus à elle, qu'elle les avait oubliées, qu'elle n'existait plus pour elle. L'état dans lequel étaient ces fillettes, ça donnait vraiment la chair de poule, même à nous les policiers. Avec le retour de ces 2 fillettes, d'autres parents désespérés reprennent espoir. J'étais heureux pour Sabine et Laetitia, pour leurs parents, leurs familles, leurs amis. Et en même temps, je me disais, tu vois, il faut toujours garder espoir. Après de nouveaux interrogatoires les jours suivants, Dutroux conduit la police vers d'autres petites filles disparues. Les recettes de ces crimes et la fraude aux allocations lui avaient permis d'acheter jusqu'à 7 maisons servant de lieu de détention pour les jeunes filles qu'il enlevait. On retrouve Julie Lejeune et Mélissa Russo, les 2 fillettes de 8 ans disparues le même jour en juin 1995, enterrées dans le jardin d'une de ces maisons. On apprendra qu'elles étaient mortes de faim lorsque Dutroux avait été incarcéré pour vol de voiture. Quand les corps de Julie et Mélissa ont été découverts, il y a eu un choc émotionnel terrible et collectif dans le pays.
Il avait pourtant demandé à sa femme, Michel Martin, de nourrir Julie et Mélissa, mais celle-ci a déclaré être trop effrayée pour descendre dans la cellule où elles étaient enfermées. Un pédopsychiatre, Jean-Yves Hayet, s'est exprimé sur cette affaire. Il pense que la personnalité de la femme de Dutroux a joué un rôle important dans les crimes atroces de son mari. Je crois que Michel Martin était une femme passive et masochique, et je crois qu'elle avait peur de lui. Pour moi, elle est responsable aussi de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir dénoncé. Elle aurait même pu le faire de façon anonyme si elle avait tellement peur, mais elle ne l'a pas fait. 17 jours après ses premiers aveux, Dutroux conduit la police dans une autre de ses maisons, dans la ville de Jumet, où les enquêteurs découvrent les corps d'Anne Marchal et de Effieux Lambrex, disparus plus d'une année plus tôt lors d'un séjour en vacances. Les jeunes filles avaient été droguées puis enterrées vivantes. Pour Paul Marchal, les recherches sont terminées. C'était bien sûr très douloureux et difficile à admettre sur le moment. On sait qu'elles ne souffrent plus, mais elles ne sont plus là. Et il faut apprendre à vivre avec. Les 6 filles disparues ont toutes été retrouvées. La Belgique essaye difficilement d'accepter la tragédie. Dans le pays tout entier, il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse et d'incompréhension. Le pays était confronté au mal et au massacre de l'innocence. Les parents ne voulaient plus que les enfants sortent dans la rue. Maintenant que Marc Dutroux est en garde à vue, c'est au psychiatre d'évaluer la personnalité d'un homme ayant facilement avoué avoir commis des crimes aussi atroces. Mes collègues qui ont fait l'expertise ont dit de lui que c'était un psychopathe pervers et pas foncièrement pédophile en ce sens que les enfants n'étaient pas pour lui un objet exclusif de ses plaisirs. C'était un objet parmi d'autres. On établit très vite que la nature psychopathe de Dutroux trouverait son origine dans une enfance mouvementée et sans affection qui l'aurait poussé à commettre des délits mineurs et à se prostituer alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Il a grandi dans un milieu familial typique des psychopathes. Il avait une mère dominante et un père très agressif. C'était un couple très égoïste. Et cela a donné un fils, lui aussi, très égoïste. Mais pour comprendre exactement à qui ils ont affaire, les enquêteurs s'adressent à Sabine Dardenne, qui a survécu 11 semaines dans les griffes de Dutroux. Grâce à son témoignage, il commence à élaborer le profil de l'homme dont les crimes ont horrifié la terre entière. Après avoir été enlevée sur le chemin de l'école, Sabine avait été conduite dans une maison de Marcinelle, dans la banlieue de Charleroi, au cœur d'une Belgique industrielle sur le déclin. Sabine avait été droguée par son ravisseur, emmenée au premier étage et enchaînée à un lit. Dutroux lui avait alors raconté une histoire très élaborée, expliquant pourquoi elle était là. Lui a expliqué qu'elle avait été enlevée pour une demande de rançon, mais que ses parents refusaient de payer la rançon. Que dès lors, les commanditaires de cet enlèvement lui avaient donné ordre de l'exécuter, et que comme lui, il était très gentil, il avait décidé de la protéger. On dirait qu'ils t'ont abandonné. Tu peux t'estimer heureuse d'être avec moi. Tu peux même dire que je t'ai sauvé. Qu'en échange de cette protection, elle lui accorde quelques faveurs, et chacun aura compris de quoi il s'agissait. Seul et piégé,
Sabine Dardenne sera violée à plusieurs reprises par son ravisseur, ou comme il le dit lui-même, par son sauveur. C'est quelqu'un qui aime faire mal. C'est quelqu'un qui aime pratiquer à tous égards la manipulation mentale. Faire mal mentalement, faire mal physiquement. Lors des semaines suivantes, Sabine est enfermée dans une cellule d'1 mètre de large sur 3 mètres de long, construite spécialement pour l'occasion. A tenu un journal, jour par jour, dans lequel elle indiquait notamment, par une croix, quand Dutroux était venu abuser d'elle. Une croix, c'était j'ai eu mal, 2 croix, c'était j'ai eu très mal. Le ravisseur de Sabine lui permet d'écrire des lettres qu'il promet d'envoyer à ses parents. Je promets d'être moins égoïste et de prêter mes affaires. Je serai plus serviable et je m'énerverai moins. Vous verrez, j'ai vraiment changé. Mais aucune des lettres n'est envoyée. Je crois que la majorité des enfants auraient interprété l'absence de secours comme le signe que les parents se désintéressaient d'eux. Parce qu'il y a une part de naïveté chez les enfants. Je vous en prie, réfléchissez à tout ce que je vous ai dit. Je ne tiendrai plus très longtemps. Le témoignage de Sabine soulève une question primordiale. Comment Marc Dutroux a-t-il pu opérer si librement et depuis si longtemps? La police aurait-elle pu l'arrêter plus tôt? D'autres vies auraient-elles pu être sauvées? Alors que des détails encore plus sordides remontent peu à peu à la surface, un monde épouvanté voit la société belge au bord de la rupture. En août 1996, Sabine Dardenne, 12 ans, et Laetitia Delez, 14 ans, sont retrouvées dans la cave d'une maison délabrée du sud de la Belgique. Laetitia y était enfermée depuis 6 jours, Sabine depuis 79 jours. Bien que Sabine et Laetitia aient survécu, 4 autres filles ont trouvé la mort entre les mains de leur bourreau, Marc Dutroux. Pendant les mois qui suivent, une série de révélations accablantes émerge au sujet du passé de Dutroux et de ses relations avec les autorités du pays. Le peuple belge se rend compte avec horreur que la police aurait pu l'arrêter depuis longtemps et ainsi sauver la vie des 4 jeunes filles. Le nom de Marc Dutroux était présent dans le dossier moins de 2 semaines après la disparition de Julie et de Mélissa. La police avait toutes les informations dont elle pouvait rêver. Toutes les conditions étaient réunies de nombreux mois avant l'arrestation effective de Marc Dutroux pour l'arrêter. Ces enlèvements qui ont suivi celui de Julie et Mélissa auraient pu être évités. Nous avons cette certitude que Dutroux aurait pu être arrêté. On en apprend encore davantage. En 1989, 6 ans avant la disparition de Julie Lejeune et de Mélissa Russo, Dutroux et sa femme avaient été condamnés pour l'enlèvement et le viol de 5 mineurs. Pourtant, Dutroux avait été relâché au bout de 3 ans d'une peine totale de 13 années. Il était tout à fait prévisible qu'il allait récidiver. On avait lâché une bombe à retardement, une puissante bombe à retardement dans la nature. Depuis sa sortie de prison en 1992, il y avait eu de nombreux signaux d'avertissement. Un informateur avait signalé que Dutroux lui avait demandé de l'aide pour kidnapper une petite fille. Et la propre mère du criminel avait informé la police que son fils cachait peut-être des enfants dans sa maison. Au bout de quelques temps, en août 1995, on décide de le placer sous surveillance. C'est l'opération Othello. Une caméra est cachée dans un wagon de marchandises juste en face de sa maison de Marcinelle.
La caméra était en place le soir où Anne et Effieux ont été enlevés. Le problème, c'est que Dutroux avait décidé de les kidnapper pendant la nuit, alors que la police avait éteint la caméra à 18 h. On a su plus tard que pour des questions opérationnelles, la caméra ne fonctionnait que de 8 h du matin à 6 h du soir. C'est très intelligent quand on veut attraper un pédophile, kidnappeur de jeunes filles. L'officier de police à la tête de l'opération Othello, René Michaud, fait une perquisition dans la maison en décembre 1995. Dutroux venait d'être interrogé au sujet d'une affaire de voiture volée et les enquêteurs avaient sauté sur l'occasion pour fouiller la maison. Le serrurier Alain Lejeune accompagne les policiers pendant l'inspection. Qu'est-ce qu'on entend? Il y a des enfants ici? Tout à coup, on entend des voix d'enfants. Il entend ces voix et il leur dit « Vous avez entendu ça ?» Non, ce sont des enfants dehors. Ouais, ils jouent dehors. Ah non, ce bruit vient de l'intérieur, écoutez, c'est clair. Silence. Non, et puis c'est qui le policier ici? Allez, on y va. Le serrurier dit qu'il a entendu des voix et qu'il est sûr et certain qu'elles venaient de là, 2 mètres en dessous de l'endroit où il se tenait. Les voix sont celles de Mélissa Russo et de Julie Lejeune. 3 mois plus tard, elles étaient décédées. Il ne faut pas oublier que la disparition de Julie et de Mélissa faisait la une des journaux belges. C'était la plus grande priorité de la police. En tout cas, c'est ce qu'elle nous avait dit. Lors de la perquisition, René Michaud trouve des cassettes vidéo. Ils n'ont pas regardé les cassettes. Leur explication, c'était qu'ils n'avaient pas de magnétoscope. Sur l'une d'elles, on voit Dutroux construire la cellule. L'explication de l'endroit où elle se trouvait et comment elle avait été conçue était là, sur cassette. Il suffisait de la visionner. Mais non, il n'avait pas de magnétoscope. Enfin, encore une fois, c'est la version officielle. Je n'y crois pas une seconde. René Michaud a toujours affirmé que la porte de la cellule était tellement bien dissimulée qu'il était impossible d'en déceler la véritable fonction. D'autres enquêteurs ayant vu la maison soutiennent cette déposition. L'espace dans lequel les enfants étaient confinés était impossible à voir. Des étagères avaient été placées devant la porte. Il y avait de nombreux cartons et toute une pile de déchets par terre. Personne n'aurait pu soupçonner qu'on avait construit une cellule derrière pour y cacher des enfants. Je ne conçois pas qu'un seul enquêteur, alors qu'il est en train de rechercher une fille disparue... L'inspecteur Michel Demoulin ne comprend pas qu'on n'ait pas fouillé la maison de fond en comble. L'inspecteur Michaud avait déclaré que son plus grand échec avait été de ne pas retrouver les fillettes vivantes. Certaines personnes sont sceptiques. Dire que c'est de l'incompétence, non. Il y a une limite à ce que l'on peut considérer comme de l'incompétence. Toute la Belgique recherche ces enfants. Et la gendarmerie connaît Dutroux. Elle sait son passé, qui est un passé de pédocriminalité. Elle sait qu'il construit des caches un peu suspectes dans certaines de ses maisons. Et pourtant, de manière totalement incompréhensible, on n'arrête pas Marc Dutroux. Les Belges commencent à se demander si Dutroux ne serait pas protégé par des personnes puissantes au sein de l'État. Pendant sa garde à vue, Dutroux lui-même alimente la théorie du complot avec une déclaration qui changera définitivement la perception globale de l'affaire. Il dit faire partie d'un réseau national de pédophilie, dont les tentacules s'étendraient jusque dans la haute société belge. Le juge d'instruction Jean-Marc Conrot est placé à la tête de l'affaire. Résolu à obtenir la vérité, il fait arrêter des associés connus de Dutroux. L'un d'entre eux est Michel Nioul, un tenancier de bar et homme d'affaires bruxellois ayant de nombreuses connexions. Au début des années 80, il faisait partie du milieu échangiste de Bruxelles. C'est le genre d'homme qui avoue faire du chantage à des ministres ayant commis un crime quelconque en les menaçant de dévoiler des cassettes. À la suite d'un appel au public, 11 autres victimes de Dutroux se font connaître. On les nomme les témoins X, et chacun d'entre eux reçoit un nom de code.
Regina Louf et X1. Je l'ai vu à la télé et j'ai vu tous ces gens lui crier dessus. C'était assez bizarre pour moi. Regina Louf, désormais mère de 4 enfants, dit avoir rencontré Marc Dutroux et Michel Nioul dans son enfance. Le petit ami de ma mère me donnait à d'autres hommes pour de l'argent. C'était une sorte de réseau de prostitution. Et c'est là que j'ai rencontré Nioul. Il organisait des soirées pour des pédophiles qui choisissaient 1, 2 ou plusieurs enfants. Ensuite, ils avaient des relations sexuelles avec eux, bien sûr, où ils les prenaient en photo, ils les filmaient, ce genre de choses. Parmi les gens qui venaient à ces soirées, il y avait de grands hommes d'affaires et des politiciens. D'après Regina Louf, Marc Dutroux accompagnait Nioul à ces soirées. Si cette histoire est vraie, le juge Conrod a trouvé la preuve de l'existence d'un cercle de pédophilie impliquant Dutroux, Nioul et des hommes puissants de la société belge. C'est l'inspecteur Rudy Hoskens qui se charge d'enquêter sur les dires de Regina Louf. Elle a impliqué beaucoup de monde, beaucoup de gens notoires en Belgique, que ce soit des politiciens, des gens du monde des affaires, ainsi que des membres de la police. C'est difficile de dire quelle impression elle donnait. C'était une jeune femme qui, honnêtement, ne tournait pas vraiment rond. Qu'ils aient été sceptiques, je peux le comprendre. Mais tout ce que je leur demandais, c'était de faire leur travail et de chercher des indices. Puis Regina Louf donne des détails très précis sur le meurtre non résolu de Christine Van Hesse, une jeune fille de 15 ans dont le corps avait été retrouvé en 1984 dans une ferme abandonnée de la périphérie de Bruxelles. On a retrouvé des indices dans le dossier de ce meurtre, dans les résultats de l'autopsie du cadavre, qui corroboraient ses propos. La façon dont la victime était attachée, avec les mains dans le dos, ainsi que ce qu'on lui avait fait subir. Il y a des choses qu'elle nous a dites pendant l'interrogatoire qui n'avaient pas été rendues publiques à l'époque du meurtre. Les informations de Regina Louf sur ce meurtre persuadent l'inspecteur Hoskens qu'il y a peut-être du vrai dans le reste de ces accusations. S'il n'y a que 10 ou 20% d'informations valables, ça vaut quand même la peine d'investiguer, ça me paraît clair. Les implications de ce témoignage sont extrêmement graves. Un réseau pédophile constitué de criminels et de riches clients serait protégé par les autorités. Si elle disait la vérité sur le crime, sur les motifs du crime et sur la façon dont il avait été commis, il y avait danger. Il se pouvait qu'elle dise également la vérité sur les suspects. Et je pense que certaines personnes ont eu peur de ça. L'enquête du juge Conrod sur l'existence de ce réseau pédophile est soudainement interrompue. En octobre 1996, le juge Conrod est renvoyé. Ses supérieurs au ministère de la Justice considèrent que sa présence à un dîner auquel l'avaient invité les familles des victimes de Dutroux pose un conflit d'intérêts. Rudy Hoskens et l'équipe d'investigation des témoins X sont convoqués au ministère de la Justice. On nous a simplement dit pendant cette réunion que notre enquête s'arrêtait là. C'était fini. Pour certaines personnes, on allait trop loin. Ne me demandez pas qui, je n'en sais rien. Ne me demandez pas pourquoi, je me pose toujours la même question aujourd'hui. On a simplement touché à quelque chose dont il ne fallait pas parler. Le renvoi du juge Conrod a un effet dévastateur sur l'opinion publique vis-à-vis de l'enquête sur l'affaire Dutroux. Ça fait 15 ans que je couvre des enquêtes criminelles dans ce pays. Et je peux vous donner une centaine de noms de juges qui ont dîné avec des victimes, des avocats ou même des suspects.
Ça arrive tout le temps. J'ai toujours cru en Conrod. D'après moi, il y a quelque chose qui clochait et qui cloche toujours. Des centaines de milliers de Belges pensent la même chose. Le 20 octobre 1996, l'indignation envahit les rues lors d'une gigantesque manifestation organisée par les familles des victimes de Dutroux. Les gens n'y croyaient pas. Ils étaient révoltés. Cela ne pouvait pas continuer comme ça. 300 000 personnes manifestent dans les rues de Bruxelles. Les travailleurs du pays entier sont en grève. Les pompiers pointent leurs lances sur les immeubles du gouvernement, en symbole du nettoyage de la corruption. La Belgique est au bord de la révolution. Pendant ce temps, l'homme au centre de l'ouragan persiste en affirmant qu'il n'est qu'un simple pion dans un complot d'une bien plus grande importance. Les victimes ayant survécu se préparent à le retrouver au tribunal. Je n'avais pas craqué à 12 ans lorsqu'on m'avait libéré des griffes de ce monstre. Mais à 20 ans, une nouvelle mise à l'épreuve m'attendait. J'allais être de nouveau face à face avec Marc Dutroux. En 2004, Sabine Dardenne et Laetitia Delez sont présentes au procès de l'homme qui les avait séquestrés dans une minuscule cellule. Sur le banc des accusés, aux côtés de Marc Dutroux, se trouvent son ex-femme Michel Martin et ses complices présumés Michel Nioul et Michel Lelièvre. Il aura fallu attendre 8 ans pour entamer le procès, car officiellement, les autorités ont passé un temps considérable à vérifier des centaines de pistes sur des cercles pédophiles qui, selon la police, n'existent pas. On se dit le procès aura lieu 98, 99. Certains rêveurs disaient en 2000. Non. Bon, 2004. À cause de tous les errements, on a égaré l'instruction dans toute une série de pistes plus farfelues les unes que les autres. En 1996, Sabine Dardenne avait été emprisonnée 79 jours dans la cave de Dutroux. 8 ans plus tard, elle a enfin l'opportunité de se confronter à lui. Dutroux, c'est un pervers. Dutroux, c'est un prédateur. Dutroux, c'est un monstre. Elle voulait pouvoir le voir en face. Elle voulait pouvoir lui poser un « Pourquoi ne m'avez-vous pas tué ?» Question à laquelle Dutroux ne lui a pas fait l'aumône ou la charité d'une réponse. Mais cela n'est pas la seule question qui reste sans réponse. Le peuple belge ne sait toujours pas si Dutroux était un prédateur isolé ou s'il faisait partie d'un cercle de pédophiles tenu par son coprévenu Michel Nioul. Je ne pense pas que Dutroux soit le seul coupable dans le meurtre de ma fille. Je pense que la police et le pouvoir judiciaire partagent sa culpabilité. De nombreuses personnes pouvant apporter leur lumière ne sont pas présentes à la cour, ce qui renforce les soupçons d'étouffement de l'affaire. Il y a eu beaucoup de gens dans l'entourage de Dutroux qui sont morts peu de temps après son arrestation. José Stepp était un informateur de la police, affirmant avoir des révélations explosives sur Dutroux. Il meurt 2 jours avant de pouvoir rencontrer son contact. Sa famille croit à un empoisonnement. Jean-Paul Tamino, un personnage du milieu de Charleroi, disparaît alors qu'il est sur le point de parler à la police. On retrouve des morceaux de son cadavre dans le canal, le jour où Dutroux est arrêté. François Reiskens dit à un ami qu'il a vu Mélissa Russo vivante aux Pays-Bas. Avant de pouvoir en informer la police, il est retrouvé mort sur une voie ferroviaire. En tout et pour tout, 20 personnes liées à l'affaire sont décédées dans d'étranges circonstances. Au procès, on ne voit pas non plus Régina Louf, dont les entretiens avec la police en 1996 soutenaient l'hypothèse d'un réseau pédophile tenu par Michel Nioul et impliquant de riches clients. Mais les vérifications des propos de la jeune femme avaient été arrêtées en 1997. On se demande toujours pourquoi. On ne faisait que notre travail, on était objectifs. Mais alors pourquoi nous ont-ils dit d'arrêter? Le témoignage de Régina Louf avait été déclaré non recevable par une deuxième équipe d'enquêteurs. Ils m'ont dit clairement qu'ils ne me croyaient plus, que j'avais des problèmes psychologiques et que tout ce que je voulais, c'était attirer l'attention. Jusqu'en 2004,
On a beaucoup débattu sur la personnalité et le témoignage de Regina Louf. Ses intentions et sa santé mentale sont alors remises en cause et on l'écarte dans la presse comme une mythomane pathologique. Les fantasmes se vendent mieux que la réalité. Dans le dossier Dutroux, les témoins X n'apportent strictement rien du tout. Mais alors, strictement rien du tout. Ce n'est pas difficile de transformer une victime en une folle alliée. Il suffit de montrer du doigt à cette victime ou ce témoin et de dire qu'elle dit n'importe quoi, que c'est une folle. De leur côté, Laetitia Delez et Sabine Dardenne maintiennent que Marc Dutroux était le seul auteur des sévices. La seule personne vivante à avoir été dans les griffes de Dutroux pendant 80 jours, c'est Sabine Dardenne. Et Sabine Dardenne dit « Je n'ai vu que Marc Dutroux ». Alors il est où le réseau? Quelqu'un qui serait commandité par un grand réseau très fortuné pour aller vendre des petites filles, il va pas faire un enlèvement avec une camionnette pourrie avec sa propre plaque. Et puis il aurait ce produit en cave chez lui, mais il ne le mettrait pas sur le marché pendant 80 jours. Ça n'a pas de sens. Dutroux ne donnera jamais de détails sur le réseau auquel il disait appartenir. S'il voulait plaider le fait qu'il travaillait pour une organisation, il aurait été plutôt utile qu'il donne le numéro de téléphone d'un de ses contacts. Mais il ne l'a pas fait. Marc Dutroux, vous avez été condamné. Le 17 juin 2004, Marc Dutroux est déclaré coupable de l'enlèvement et du viol de 6 jeunes filles et du meurtre de 4 d'entre elles. Il est condamné à perpétuité. Son chauffeur, complice, Michel Lelièvre, est déclaré coupable d'enlèvement et condamné à 25 ans de prison. Son ex-femme, Michèle Martin, est déclarée coupable comme co-auteur des séquestrations. Elle est condamnée à 30 ans d'incarcération. Quant à Michel Nioul, il est condamné pour trafic de stupéfiants, mais il est acquitté en tant que complice de Dutroux. Officiellement, la thèse du cercle pédophile, des clients puissants et de l'étouffement de l'affaire n'est donc pas reconnue. L'enquête a révélé que Dutroux avait agi seul. Nous n'avons trouvé aucun élément, ni au cours de l'enquête, ni par la suite, nous indiquant l'existence d'un tel réseau dans notre pays. Mais tout le monde n'est pas satisfait. Je pense qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé et que personne dans ce pays ne connaît vraiment toute l'histoire dans les détails. La question de savoir si Marc Dutroux avait agi seul ou s'il faisait partie d'un grand réseau criminel n'a jamais été résolue. Il est clair qu'il aurait pu être arrêté beaucoup plus tôt. Il est certain que Julie et Melissa auraient pu être sauvées et que d'autres victimes postérieures à elles auraient pu être sauvées également. La question restera toujours de savoir si c'est réellement la fatalité ou si d'autres paramètres ont pu jouer. Un rapport parlementaire belge accusera la police d'inefficacité et d'incompétence. Mais cette condamnation n'apportera pas plus de clarté à une affaire qui avait pourtant révolté le pays. Je voulais connaître toute la vérité, mais maintenant je veux juste m'en rapprocher le plus possible, parce qu'apparemment nous n'avons pas le droit de tout savoir.